Merci beaucoup de m'avoir invitée. Ça me permet d'apprendre. Eh ben, je viens encore de le faire. J'ai appris d'abord en vous écoutant, vous, Monsieur Ancel, qui chaque jour dirigez les débats de cette Chambre commerciale internationale de Paris, qui savait diriger les débats, ce dont Madame Champalonne a montré l'importance dans la méthode débattre. Et je ne sais pas comment est-ce qu'un juge peut arriver à débattre avec le monde économique. Et puis, j'ai appris à l'instant comment on pouvait arriver à tisser l'économie et le fils du juge. Ça, c'est une œuvre à laquelle travaille chaque jour Madame Champalonne, qui nous a montré comment on doit nouer ce fil à la chambre commerciale de la Cour de cassation. Alors, quant à moi, qu'est-ce que je peux vous apprendre? Sans doute pas grand-chose. De ce rapport entre l'économie et le juge et son office, je vois pas trop ce que je vais pouvoir vous apprendre, soit que vous ne sachiez déjà parfaitement bien, soit sans doute des propos qui peuvent vous être inutiles, des propos livresques ou bien des critiques ou bien des références de personnes qui ont commenté, des commentateurs. Alors, en vous écoutant, je me dis que peut-être je pourrais vous être utile en essayant d'exprimer ce qui peut-être soucie ce qu'on appelle parfois la pratique, les entreprises, les marchés, les places. Ça pourrait être utile d'essayer d'exprimer d'une façon raisonnée ce dont ils ont besoin, ce qu'ils attendent de la façon de faire d'un juge, ce que parfois il doit y avoir des attentes que les juges ne connaissent pas. Alors, comment est-ce qu'ils pourraient y répondre? Certes, il y a certainement des attentes que les juges connaissent et auxquelles ils ne répondent pas parce que ces attentes ne sont pas légitimes. J'ai bien écouté Madame Champalonne. Elle a dit, oh, souvent, nous voulons être capturés. Peut-être que le monde économique, effectivement, voudrait capturer les juges, que c'est une demande et que les juges ont bien raison de ne pas vouloir se laisser prendre. Ça doit être ça, l'impartialité. Mais parfois, il doit y avoir des attentes légitimes que les juges perçoivent mal. Ils les perçoivent mal parce que ces attentes sont mêlées dans tout un brouhaha qui entoure l'institution judiciaire, parce que c'est mêlé de tas d'autres revendications, de beaucoup de références très savantes. Et moi, comme vous, je suis noyée sous les études, sous les rapports, sous les articles, sous les tribunes, tant de sciences. Et je vous propose de parler beaucoup plus simplement et directement de ce que l'entreprise, les marchés et les places pourraient demander au juge dans sa façon de faire. Simplement le demander. C'est en pensant à ça et après vous avoir écouté. D'abord, j'ai écouté les deux premiers colloques. Et puis, je vous ai écouté à l'instant. Et puis, nous avons discuté tous les trois dans deux réunions préparatoires sur lesquelles j'ai médité. Et je me suis dit que, sans doute, ce que le monde économique attend le plus du juge, c'est son impartialité. C'est ça qui est ressorti de nos si intéressantes discussions à trois, Monsieur Ancel, Madame Champalonne et moi-même. C'est ça que j'ai retenu. C'est que, sans doute, ce que le monde économique attend du juge, c'est son impartialité. Et donc, mes propos, les plus simples et les plus directs, je vais porter là-dessus l'attractivité économique de l'impartialité
du juge. Il me semble que c'est une attente légitime et j'ai repris la méthode retenue par les concepteurs du cycle général, qui a été dit dès le départ dans le premier colloque, l'analyse fragmentée. Là, c'est d'autant plus pertinent que le sujet, il est immense, il est énorme, et que je sais bien que titre trop saisi, mal entrain. Office du juge, c'est colossal. Économie, c'est immense. Impartialité, on est déjà sidéré. Donc, je me suis dit, je vais partir d'un point d'entrée, une petite porte, pour pouvoir en dire quelque chose, pour pouvoir avoir un point de vue, comme on peut regarder un immense paysage en se mettant sur un petit promontoire. Je me suis dit, qu'est-ce que je peux prendre comme petit promontoire pour pouvoir regarder ces trois colosses, office du juge, économie, impartialité. Qu'est-ce que je peux prendre comme petit promontoire? Et je me suis dit, je vais partir de la notion de place. Parce que qu'est-ce que c'est qu'une place? Il y a très très longtemps, ce fut la première forme du marché, la place du village. Carbonnier en parlait, le marché du village, la place où tout le monde se retrouve, tout le monde se connaît, tout le monde se parle, on échange des œufs, des volailles. Voilà, c'est l'espace des échanges, non seulement des échanges entre les biens avec de l'argent, mais surtout les échanges entre les êtres humains. Et puis, Suppiot en parle aussi. Suppiot insiste sur l'agrément, la qualité, l'importance des marchés comme place d'échange, des places et des foires. On se parlait, on échangeait, c'était les liens, des liens noués dans le temps, parce que le samedi suivant, on se retrouvait, et d'ailleurs souvent dans la semaine, on se retrouvait aussi. Donc, avant que le seul souci des prix, du juste prix, de la rencontre, de l'offre et de la demande, bref, des marchés, ne désincarne tous ces lieux d'échange, ben, c'était des places. C'était des places dont on se souciait. Alors, c'est vrai que ça, c'était jadis. Mais maintenant que nous sommes sans doute sceptiques sur l'aptitude du marché, ce que Suppiot appelle à juste titre avec sévérité le marché total. Nous sommes sceptiques sur cette aptitude du marché total à nous suffire, parce que le marché total, c'est vide, il n'y a personne, il n'y a aucun être humain, on se sent tout seul, c'est glacé. Donc, nous n'aimons pas et nous sommes même décidés à être hostiles à ce seul marché pour nous gouverner. Et l'on se dit, on voudrait retrouver les places en tant que ce sont des communautés humaines situées dans des lieux géographiques concrets, avec des êtres humains singuliers, vous, moi, Monsieur Ancel, Madame Champalonne, les personnes qui nous écoutent, qui nous voient, auxquelles je parle, des êtres humains. Et cette place pourrait bien remplacer les marchés. Parce que quand on regarde, et j'ai lu votre rapport sur le juge et la mondialisation, les places, ça pourrait bien être la nouvelle forme d'un système économique mondial qui cherche ses frontières. Les places, oh, il y en a. Par exemple, la City, quelle place! Et elle pourrait tout à fait bien survivre au Brexit, la place de Paris pour l'arbitrage international. Monsieur le Président Ancel, ce n'est pas à vous que je décrirai l'avenir de la place de Paris. Les places se superposent en plus étroit, mais aussi en plus large, sur les frontières politiques et sur les frontières des systèmes juridiques. L'avenir est aux places parce qu'elles sont traversées par les professions. Les professions, c'est là où se rencontrent les êtres humains. Elles sont habitées par des entreprises. Les entreprises, c'est des groupements de personnes. Donc ces places, elles sont confrontées à l'office du juge. Et la place, c'est deux choses. C'est deux choses à la fois distinctes et cumulées. D'abord, la place, c'est une sorte
d'espace clos. C'est clos, contrairement à un marché immense. C'est clos, mais c'est particulier parce que c'est un espace poreux. Ce n'est pas que ça. C'est aussi, et je l'ai entendu en écoutant Madame Champalonne, la place, c'est une sorte de justiciable. C'est la place qui va venir parler quand on se demande, j'ai écouté ça, c'était comme si j'y étais. Quand Madame Champalonne a parlé de cet arrêt où on se demandait si le produit était un produit financier ou un produit d'assurance et que la place est venue parler. Oui, c'est ça. La place, c'est une sorte de justiciable. Mais c'est un justiciable particulier parce que là aussi, j'ai écouté Madame Champalonne. Madame Champalonne souvent a dit cela a une dimension systémique. Mais qui vient le dire? C'est la place qui vient s'exprimer comme un justiciable systémique. Ainsi, la place comme espace, elle doit être attractive. Et pour ça, pour être attractive, pour plaire, pour attirer, elle a besoin d'un juge de qualité. Bon, d'un juge de qualité, comme tous les services publics. Il faut aussi des bons transports, des bons hôtels, et puis il faut aussi des juges de qualité. Et puis avec un office qui convient. En quoi est-ce que c'est spécifique, un juge de qualité par rapport à un bon chemin de fer? Et d'ailleurs, pourquoi est-ce que seule la place aurait un juge de qualité? Pourquoi est-ce que moi, je n'aurais pas aussi droit, en quelque sorte, à un juge de qualité? Nous avons tous, nous voulons tous un juge qui soit paru de toutes les qualités. Et si me venait le soupçon que seules les places pourraient prétendre avoir un juge de qualité, alors viendrait vivre le grief, et je l'entends souvent sur les réseaux sociaux, que seule la place et les grandes entreprises pourraient s'offrir des juges de qualité, des amicus curiae, des arbitres, des audiences longues et raffinées, et puis le vulgaire, vous et moi, alors non. Et donc, ce seraient des juges des riches, avec des chambres spécialisées, rien que pour les riches. Bah, et moi, pourquoi est-ce que je n'aurais pas droit à ce même juge? Et ce grief de juge des riches, il faut y répondre. Mais comment y répondre? C'est parce que la place, elle a cette spécificité du fait qu'elle est un justiciable systémique, ce que vous et moi, nous ne sommes pas. Pourquoi? Parce que tous les jours, la place est devant le juge. Tous les jours, elle est devant le juge à travers le cas particulier, les parties particulières. C'est à chaque fois la place qui demande ou qui se défend et à chaque fois qui allègue, qui, comme l'a si bien dit Madame Champalonne, qui propose des qualifications. Elle en a besoin de ces qualifications. Alors que moi, en tant que justiciable, peut-être que je ne verrai jamais un juge de ma vie, ou sans doute une fois, quand peut-être je divorcerai. Mais c'est tout. Donc, ce que le juge fera au justiciable d'à côté ou au justiciable de demain, j'avoue que ça m'est égal. Mais la place, oh non. La place, elle a en mémoire les cas précédents. Elle vit le cas présent en tant que place. Mais ce qui est le plus pertinent pour elle, ce sont les cas futurs. Elle a un justiciable systémique dont le plus important, parce que c'est dans sa nature, ce sont les cas futurs. La place, elle est faite d'entrepreneurs, d'entreprises qui ont des projets qui se projettent dans le futur. Le temps pertinent d'une place, c'est le futur. Alors que le temps du justiciable ordinaire, vous et moi, c'est davantage le passé. Et l'office du juge, quand je vais le voir parce que j'ai subi un dommage, par exemple, et j'espère j'en subirai pas d'autres, eh bien, je lui demande d'exercer un office ex post, de régler ce qui s'est passé. Mais je pense que quand même, je ne vais pas subir un autre dommage demain. Alors que la place, en tant que justiciable systémique, quand il y a un litige de responsabilité, ce à quoi elle pense,
c'est aux litiges qui arriveront demain. Donc, quand il y a un litige de responsabilité, elle requiert du juge un office ex ante et non pas un office ex post, ou non pas seulement un office ex post. C'est cet office ex ante qui est en train de se faire, qui est en train de se penser, puisque votre cycle de colloque porte ce si beau nom, penser l'office du juge. Et ce que je vois, c'est que la Cour de cassation est en train de penser son office en matière de responsabilité, y compris de responsabilité pénale, comme un office ex ante, dans ce magnifique arrêt de la Chambre criminelle du 25 novembre 2020. Parce que la place, comme espace clos et poreux, fonctionne en ex ante, et parce qu'elle est tous les jours devant les juges, prenant la façon de faire du juge comme une information stable pour le futur, si la place trouve à son tour un reflet de cette ex ante dans l'office du juge, alors ce point de contact entre la place dans son fonctionnement ex ante et dans l'office du juge, si celui-ci fonctionne en ex ante, s'il y a un effet réflexe, alors ce sera si bénéfique pour l'attractivité de la place. Et cela est spécifique au juge par rapport à tous les autres services publics, par rapport au rail ou à la qualité des hôtels à Paris. En effet, qu'est-ce que c'est qu'une place attractive? Il n'y a pas d'attractivité en soi. Une place est attractive d'une façon relative. Il faut qu'elle soit apte à faire venir, à attirer le plus d'opérateurs déterminants plutôt que d'autres places. Il faudrait que la place de Paris attire plus que la place de Londres, que la place française attire plus que la place du Brésil. Voilà, dans l'offre, dans la palette, il faut que nous attirions plus. Voilà, comme vous l'avez dit, nous sommes en concurrence. Il faut que la place accueille le plus d'organisations économiques, le plus d'entreprises, le plus de personnes physiques, le plus de compétences, le plus de talents, le plus d'institutions, en étant en même temps, pour tous, au bénéfice de tous, le plus économique dans la dépense de leur énergie. Attirer le plus de talents, le plus de personnes, le plus d'êtres humains en leur faisant dépenser le moins d'énergie possible. Sans doute voilà ce que c'est qu'être attractif. Et j'ai bien en tête les rapports qui avaient été faits par notre ancien premier président de la Cour de cassation avec l'ancien gouverneur de la Banque de France sur ce sujet de l'attractivité de la place de Paris. Qu'est-ce qui dépense le plus d'énergie? C'est le conflit. Et le juge, en tant qu'il met fin au conflit, est si précieux. C'est une telle économie d'énergie de disposer de ce personnage qu'est le juge, qui met fin au conflit. Je ne développe pas ce point puisque tout le précédent colloque a porté là-dessus. Je rappelle simplement que pour qu'une place soit attractive, le juge il est nécessaire pour économiser l'énergie qui est tellement perdue dans un système qui serait gouverné par des conflits sans fin. La place sera attractive en mettant donc à disposition un système de résolution des conflits économe. Certes, on peut avoir une conception très pauvre de cette économie d'énergie. C'est celle des rapports Doing Business. Dire que le rapport Doing Business avait réduit le droit à la réglementation. Alors, si on confond le droit et la réglementation, si on fait cette erreur de base, mais il ne faut pas en vouloir au rapport Doing Business, ils ont été écrits par des personnes qui n'avaient aucune connaissance du droit. Donc, quand on ne sait pas que le droit est un système avec des principes, avec des personnages, et qu'on croit que c'est une accumulation de normes qui s'empilent et qui en font le moins possible, et que c'est ça la solution économique, il est certain que d'une telle erreur de nature, il ne peut pas en sortir de bonnes recommandations. Donc, dans une conception qui ne soit pas la conception pauvre de doing business, même la conception fausse de doing business, mais qu'on reconnaît l'existence même du droit et du juge, le juge est un acteur qui est chargé du droit, comme ça a été montré dans le précédent colloque, et le juge doit être foncièrement
indépendant puisque son office n'est pas une simple fonction. Ça a été montré dans le premier colloque. Alors apparemment, ça va être très difficile. Ça va être très difficile parce qu'il y a comme une impossibilité pour le juge d'être attractif pour une place, puisqu'il est rétif par nature. D'ailleurs, assez souvent, le juge est assez mal aimé des places, des marchés et des entreprises. Parce que dans une certaine conception, comme l'a dit Madame Champalon, la place, elle aimerait beaucoup capturer le juge, elle aimerait beaucoup capturer les régulateurs, elle aimerait beaucoup capturer l'État. De toute façon, il y a une tendance à dévorer les places, aimerait tout dévorer. Donc, dans une certaine conception, il faudrait un juge qui intègre directement et complètement tous les intérêts de la place. Il faudrait qu'il n'y ait plus que des notions économiques, qu'il n'y ait plus que des finalités économiques et que le jugement, ce ne soit plus qu'une sorte de pot que prendraient des pures notions économiques pour leur donner une efficacité juridique. Ce serait tout. Ce serait une efficacité de la place qui prendrait directement et simplement une forme juridictionnelle. Il y a des personnes qui prétendent que cela doit être ainsi, et dans des écrits qui ont même été nobelisés pour cela. Alors, si on pense ça, il y aurait un prix radical pour une telle efficacité. C'est qu'à ce moment-là, le juge, il n'est plus rien. Il est internalisé dans la place, il n'est plus du tout en distance, il se contente de prêter son efficacité à des notions qui lui sont complètement étrangères, qui sont pensées ailleurs, qui sont conçues ailleurs, des intérêts qui lui sont totalement extérieurs, il perd toute distance. Si c'est ça, il n'y a plus d'impartialité. Il n'y a plus d'impartialité puisque l'impartialité, comme cela a été dit, se définit par la distance. Et on croit parfois que c'est ce que voudrait la place. Là, ça mène à une aporie. Ça mène à une aporie parce que le juge ne peut pas, sauf à disparaître, et on est parfois tenté de le faire disparaître en le remplaçant par une machine. Mais si le juge existe encore comme maître humain, si le juge n'existe encore, il ne peut pas se dessaisir de sa distance parce qu'il ne peut pas déjà se dessaisir du droit et il ne peut pas s'abandonner ainsi à la place. Qu'est-ce que serait alors la solution? Elle est très souvent proposée. C'est de dire il y a contradiction entre l'intérêt de la place, qui voudrait du tout économique, et puis la nature du juge, qui voudrait du tout juridique. Alors bon, soyons pragmatiques, on va faire la méthode requise face à deux principes légitimes mais contradictoires. On applique un peu les deux. On fait du principe de proportionnalité. On va prendre un peu de l'efficacité des impératifs économiques et puis on va quand même garder un peu les valeurs posées par le droit. On va les limiter l'un l'autre, parce que de toute façon, on ne peut pas avoir les deux à la fois. Certes, la place regrettera bien cette intrusion du droit, qu'elle voudrait d'ailleurs réduire à la réglementation. Et puis, elle songe aux merveilles promises par les algorithmes. Un juge machine. Ah, ça serait bien agréable. Et puis, en quelque sorte, on fait avec, parce que de toute façon, on ne pourra pas tout avoir. Et donc, on va un peu rogner sur l'efficacité économique, parce qu'il faut quand même bien faire un peu de place au juge, pendant que le juge se dira, bon, je vais m'approcher un peu de ces options économiques. Bon, il faut quand même bien que j'y fasse un peu de la place, parce que quand même, il ne faut pas que j'oublie que je fais partie d'un système public qui lui-même est dans un système économique. Enfin, on se console. On se console en disant que de toute façon, dit la place, on ne se débarrassera pas des juges, mais pense la place, on pourra jouer les uns contre les autres. Enfin, faute de grands mots, on réglera ça au cas par cas. C'est écrit d'une façon très savante. Ça s'appelle, je crois, le pragmatisme. Mais sous des mots savants, des livres érudits, souvent écrits en langue anglaise, c'est bien souvent ça
que j'entends comme proposition. Supportez donc le juge. Allez, sa façon de faire, c'est le prix à payer. Eh bien, ce n'est pas du tout comme ça qu'il faut raisonner, mais pas du tout. Il ne faut pas opposer intérêt de la place, attractivité de la place, d'une part, et aller la façon de faire du juge. Non, c'est le prix à payer. Il ne faut pas faire des casuistiques. Non. Il ne faut pas faire une application des deux, mais il serait contradictoire et puis on va régler ça par l'application du principe de proportionnalité. Non, il ne faut pas raisonner comme ça. Parce que si on pense comme ça, qu'il faut mettre de l'eau, de l'impartialité dans le vin de l'attractivité, parce que à ce jeu, croyez bien que c'est rapidement l'impartialité qui sera l'eau et l'efficacité de la place qui sera le vin. Il faut au contraire affirmer que le premier besoin qu'une place a pour être attractive, en tant qu'elle attire les opérateurs et en tant que chaque jour elle soumet des cas au juge, c'est son premier besoin, c'est d'avoir un juge le plus impartial possible. Oui, la place la plus efficace, c'est celle qui peut atteindre le juge le plus impartial possible. Plus le juge est impartial et plus la place est efficace. C'est, comme on dit en bon latin, c'est win-win situation. En effet, la place a besoin d'un juge qui soit à la fois le plus singulier possible pour être au plus près du cas qu'on lui soumet, mais aussi le plus impartial possible. Et c'est tout à fait possible en pratique parce qu'il faut, mais il suffit de réduire les marges de discrétion du juge singulier tout en le concevant dans une institution judiciaire ou plutôt juridictionnelle qui met en valeur et qui hausse son impartialité. Donc, l'enjeu concret, c'est celui-là, me semble-t-il. Il faut que chaque cas trouve une solution appropriée par un juge singulier qui prête attention, qui écoute les parties, le groupe, la place, mais dont la façon de faire soit limitée pour le présent et surtout pour le futur. Que le juge singulier ne puisse pas juger à sa fantaisie, qu'il n'ait pas de pouvoir discrétionnaire, ce que, en théorie économique de la régulation, Madame Champollion a si bien parlé de la régulation. En théorie économique, il ne faut pas que le régulateur, c'est-à-dire celui qui va décider pour autrui, le régulateur, il ne doit pas avoir de marge de discrétion trop large. Or, les marges de discrétion d'un juge, soit on feint de ne pas les connaître en disant qu'il serait la juge de bouche de la loi, par exemple. Alors là, c'est terrible parce qu'à ce moment-là, comme de toute façon, le juge a toujours des marges de discrétion, il fait ce qu'il veut, ou bien on voudrait qu'il ait tous les pouvoirs parce qu'il serait le démiurge de la vertu, par exemple, et là, on met le monde économique à la merci des juges. Donc cela, il ne le faut pas. Et le monde économique, non seulement ne le veut pas, mais aurait le moyen éventuellement de se soustraire au juge, avec à ce moment-là l'obsession d'un juge qu'il va craindre, qui est le juge pénal, et puis les lois de police dont vous avez parlé. Et là, c'est très mauvais parce qu'on va commencer à se poursuivre. La place voulant non plus atteindre un juge, mais se soustraire au juge, pendant que le juge va hausser le ton et va chercher un ordre public qui permettra de mettre la main sur la place. C'est la plus mauvaise des configurations. Alors que si nous avons une place qui arrive en tant que justiciable systémique à atteindre des juges singuliers qui ont des marges de discrétion raisonnables et organisées dans une institution juridictionnelle, alors voilà une place attractive. L'analyse doit donc porter, me semble-t-il, sur l'attente légitime d'une place économique et financière pour une pleine impartialité d'un juge qui va être toujours singulier. Je propose donc de formuler deux demandes, si je peux m'autoriser à formuler
de demande, qui serait d'une part de consolider l'impartialité du juge singulier en l'insérant dans des processus collectifs. C'est ma première demande. J'en ai une deuxième, une seconde, qui serait de favoriser un rayonnement de l'impartialité, car je suis pour accroître l'impartialité du juge. Donc, pour accroître cette impartialité du juge singulier, je voudrais favoriser un rayonnement de l'impartialité par un renforcement de ce qu'on peut appeler la famille juridictionnelle. Car la place, elle n'a pas besoin que d'un seul juge, que d'une seule juridiction. Non, elle a besoin de toute la famille juridictionnelle et que toute cette famille soit impartiale. Tout d'abord, pour consolider l'impartialité du juge singulier en l'insérant dans des processus collectifs. Il faut d'abord insérer l'office du juge singulier dans une procédure dont il n'est pas le seul participant. Il faut admettre la subjectivité du juge et la limiter par son obligation de s'intégrer dans le débat contradictoire. L'idée d'un juge totalement neutre, c'est non seulement complètement fausse, mais elle est très perverse. Parce que le prétendre, c'est permettre au juge de faire n'importe quoi, car si vous dites que vous êtes neutre, on ne peut plus vous demander aucun compte et vous pouvez faire ce que vous voulez. Et vouloir un juge complètement neutre, c'est préférer avoir une machine. Je ne crois pas que la place veuille être saisie par des robots, par des séries de chiffres. Non, il faut admettre que le juge n'est pas neutre parce qu'il est humain et que l'humanité est consubstantielle à la justice. Les entreprises veulent conserver cette humanité. C'est absolument essentiel. Et la place financière prétend non seulement admettre un juge humain, mais vouloir une humanité dans la justice, l'humanité d'un juge singulier, avec une forte personnalité. Quand on regarde l'arbitrage, on voit que ce qu'on demande à un arbitre, c'est d'avoir de la personnalité, pas du tout d'être neutre et effacé, non, d'avoir un visage, d'avoir une voix, d'être un être humain. Et cette adéquation, on la trouve magnifiquement dans ce qui me semble-t-il est sans doute le juge judiciaire préféré d'une place, qui est le juge des référés, ce juge unique, ce juge que l'on connaît. C'est le juge adéquat par excellence, non seulement dans la pratique, mais dans les textes. Regardez par exemple en droit financier, quand il y a un très grave problème, une menace sur les marchés financiers, les textes donnent compétence au président du tribunal judiciaire de Paris, qu'on sache qui trouvait une personne. Ensuite, il y a une adéquation pour la place du juge dénommé et visible, un tel et un tel. Je vais prendre juste deux exemples pour ne pas froisser la modestie de mes deux interlocuteurs de ce soir. C'est l'exemple de Pierre Drey. Pierre Drey, quel juge singulier, celui qui toujours décidait est Guy Canivet. Guy Canivet qui a fait un article pour montrer que le procès économique était à la fois extrêmement efficace et parfaitement impartial. Les conséquences techniques nouvelles de cette articulation entre le procès impartial au regard de la place et l'importance du contradictoire, c'est que si nous avons un juge qui, à la fois, est un personnage singulier, qui dirige son procès, mais qui sait qu'il n'est pas le seul, parce qu'il va donner la parole aux autres et qu'il va les écouter. Les conséquences techniques, c'est qu'il doit le faire, je peux demander, il doit le faire avant le jugement, la définition du débat contradictoire, c'est-à-dire dans le prétoire, mais aussi dans les médias. Pour ma part, je suis la place, je regarde les médias et je ne vois pas pourquoi je n'entendrai pas non plus le juge. Et puis le débat contradictoire, je voudrais aussi m'écouter dans le jugement. Ça, Perelman l'a si bien dit, il y a les cercles. Le débat contradictoire, il doit être restitué aux parties, les parties doivent le retrouver
dans le jugement, mais également le groupe et puis encore la place. Et c'est vrai que cet arrêt rendu par la Chambre criminelle le 25 novembre 2020, eh bien, je peux dire qu'il est parfait. Quoi qu'on en pense, cet arrêt qui dit maintenant la responsabilité pénale de la société absorbée sera transmise à la société absorbante. D'abord, c'est clair, c'est net, c'est reçu 5 sur 5. À l'instant où c'est tombé sur LinkedIn, c'était partout. Facile à comprendre. Deuxièmement, un communiqué en même temps qui dit mais on ne va pas vous prendre par surprise, cette solution nouvelle sera appliquée au cas futur. Alors, ne pas être pris par surprise. Et troisièmement, sauf si la fusion a été faite pour échapper à la responsabilité pénale, auquel cas ça s'appliquera tout de suite. Effet disciplinaire. C'est un office parfaitement manié qui s'adresse à l'ensemble des entreprises et pour le futur. Quoi qu'on pense de la responsabilité pénale des personnes morales, de son lien avec la responsabilité civile, tous les commentaires savants vont venir. Mais du point de vue de l'office, c'est un arrêt parfait. C'est exactement ce qu'attend la place. Donc, débat contradictoire avant le jugement, dans le jugement et après le jugement. Parce que après le jugement, dès l'instant que l'on conçoit le jugement comme un axe en ex ante, qui va être un miroir de la place qui elle-même le perçoit comme un jugement systémique, il faut que le jugement anticipe le futur et qu'il soit lui-même un élément dans une discussion. Et il faut, à mon avis, je ne développe pas, parce que Mme Chamberlain l'a parfaitement fait, développer les amicus curiae, que l'on puisse parler et que, par exemple, se développe devant vous ce qui va être le grand enjeu, la justice climatique. La justice climatique, on voit bien que c'est l'avenir, c'est le futur que l'on met sur votre bureau et on dit à la justice, faites quelque chose. On a un énorme problème qui dépasse les frontières, qui dépasse le politique, qui dépasse les entreprises, mais il faut quand même faire quelque chose. Alors, s'il vous plaît, faites quelque chose. Et là, eh bien, on vous attend. Cet office du juge singulier, non seulement on doit être inséré dans le débat contradictoire, mais on doit aussi l'insérer dans le principe de cohérence. La place, elle est intéressée à ses intérêts, mais elle est aussi très cohérente. Et il faut insérer ce juge singulier qui a des opinions, qui a une histoire, qui a ses préjugés, qui est un être humain. Il faut l'insérer pour limiter ses marges de discrétion, qu'il ne fasse pas des choses trop fantaisistes ou des choses trop surprenantes. Bon, qu'on doit donc cette garantie d'impartialité, il faut l'insérer dans un principe de cohérence qui va être à la fois verticale et horizontale. Le principe vertical de cohérence, parfois on l'appelle le principe hiérarchique. Et donc, il y a une certaine fiabilité de se dire que les juges que l'on dit inférieurs vont respecter ce que disent les juges supérieurs. Sans doute cette terminologie a vieilli et il faut se dire simplement que la Cour d'appel va prendre en considération directement ce que dit la Cour de cassation. Mais pas tant en tant qu'il y en aurait un qui serait inférieur et l'autre qui serait supérieur, pardon de dire ça pour la Cour de cassation, mais plutôt parce que chacun parle en tant qu'il est bien placé pour dire ce qu'il dit. Par exemple, la Cour de cassation est mieux placée pour faire valoir la règle de droit que la Cour d'appel qui est à la fois en charge du fait et du droit. Et donc, ça a été très bien dit par Madame Champalonne, l'important des questions et des questions préjudicielles et des avis. Et je voudrais juste insister sur quelque chose qui est l'avis déterminant. L'avis déterminant, c'est lorsque l'on demande à une institution, ou qu'est une institution bien placée pour parler,
Quel est son avis sur un sujet sur lequel elle ne pourra néanmoins pas imposer son avis? Par exemple, nous en avons un exemple en droit économique, c'est lorsqu'il y a un contrôle de concentration bancaire qui est assuré par l'autorité de la concurrence. L'autorité de la concurrence va demander son avis à l'ACPR. Et l'ACPR dira en ce qui la concerne ce qu'elle en pense. Et l'autorité de la concurrence n'est pas du tout liée par l'avis de l'ACPR, mais si elle ne reprend pas l'avis de l'ACPR, elle devra dire pourquoi elle ne le reprend pas. Et elle pourra dire, il n'y a pas que le monde bancaire et la perspective bancaire que je dois prendre en considération. Moi, j'ai une autre perspective et voilà pourquoi, en considération de ma perspective, ou bien parce que je ne partage pas cette opinion, je ne retiens pas sur ce point-là l'avis de la CPR. Ça, c'est reprendre le principe général comply or explain. Je me conforme ou bien j'explique pourquoi je ne me conforme pas. Et ce principe, c'est tout le contraire d'un simple principe d'obéissance, c'est l'exemple même de la rationalité qui est je prends en considération ce que dit l'autre. Ce que dit l'autre, c'est censé, puisqu'il est bien placé pour parler ainsi, mais moi, je le reprends si j'ai rien à dire par rapport à ce qu'il a dit, puisqu'il est bien placé pour le dire, sauf si moi, en tant que je suis, moi, placé où je suis, j'ai une raison de ne pas le reprendre. Cet avis déterminant, qui est un peu développé dans le monde international, relativement peu encore dans le monde français, gagnerait beaucoup à être repris. Surtout que l'on pourrait ici développer cette notion de forte raison. Je reprends ce que dit l'autre, sauf si j'ai une forte raison de ne pas le reprendre. Et ça vaudrait aussi pour le principe vertical. Par exemple, je suis la Cour d'appel de Paris, je ne veux surtout pas mettre de bisbille entre la Cour d'appel de Paris et la Cour de cassation, mais je suis la Cour d'appel de Paris, je reprends ce que dit la Cour de cassation qui est bien placée pour parler de ce qui est la bonne application du droit. Je le reprends, sauf si j'ai une forte raison de ne pas le faire. Et cette forte raison, il faut que je l'explicite, je la dise, je l'argumente, etc. Et cette notion de forte raison, c'est la définition que Raymond Boudon avait donnée de la justice. Ça, c'est le principe vertical de cohérence. Il y a également le principe horizontal de cohérence. Une place se développe dans le temps. Et ça serait bien que les juges, qui eux aussi travaillent dans la durée, importent la logique de l'estoppel. L'estoppel est une règle de bon sens. C'est que quand on a dit quelque chose sur un cas et qu'on retrouve un cas similaire, il n'y a aucune raison de se contredire. C'est pas une contrainte, c'est une règle assez naturelle. Il y a une tendance naturelle à ne pas se contredire. Puisque j'ai déjà statué de cette façon-là sur un cas semblable, je vais statuer de la même façon. Si on doit statuer différemment, alors il faut appliquer cette méthode de raisonnement expliquant pourquoi je ne me conforme pas à ce que j'avais dit précédemment. Voilà la raison, voilà la forte raison pour laquelle je change. Mon troisième point, qui limitera les marges de discrétion de juge pourtant si singulier, c'est d'exprimer une doctrine institutionnelle. La doctrine institutionnelle, c'est quelque chose qui est si efficace et si utile. Les moyens d'exprimer une doctrine institutionnelle, c'est tous les moyens. Tous les moyens sont bons pour émettre une doctrine institutionnelle. Madame Champollion a sans cesse et si bien tout le temps parlé du droit souple. Le droit souple, c'est tous les moyens pour dire ce que l'on pense d'une façon collective. Par exemple, les chambres qui ont de la mémoire ont bien une doctrine. La doctrine a toujours existé. Et pour ça, il y a une grande importance des rapports annuels. De très bon exemple de la Cour de cassation, qui a des rapports annuels qui sont sans cesse lus. Également, l'excellent exemple du Conseil d'État. Il faut aller plus loin
et prendre, par exemple, me semble-t-il, ce que fait la Cour de justice de l'Union européenne sur LinkedIn, avec un caractère très engageant de la doctrine institutionnelle comme gage de l'impartialité objective du juge singulier, avec toujours une doctrine des fortes raisons pour en sortir. Je vais m'arrêter là parce que je vois que le temps a passé et que la seule chose que je voudrais demander, c'est grâce à cette doctrine institutionnelle comme premier atout d'attractivité d'une place, c'est de pouvoir ainsi bénéficier d'un juge singulier mais qui sait qu'il n'est pas seul, qu'il va toujours prendre en considération ce que disent les autres parties, ce que dit la place, ce qui a une vision globale, une vision anticipatrice, ce qui se pense ainsi le juge comme étant un ex ante et ce qui permettra ainsi d'avoir, et en conclusion, me semble-t-il, ce que veut la place, ce sont des juges toujours humains, des juges toujours divers, des juges toujours singuliers. Un office qui permet à des juges d'écouter, de considérer et de toujours ajuster. Des juges qui, au sein d'une famille juridictionnelle qui soit plus large que le simple bureau du juge ou le simple famille judiciaire, s'insèrent dans une doctrine institutionnelle qui les dépasse, qui les porte et qu'ils peuvent transformer s'il y a une forte raison qui soit toujours dite pour le faire. Voilà ce qui serait et ce qui est, car vraiment on peut le voir chaque jour, l'impartialité incarnée qui va rendre et qui rend une place économique et financière attractive. Merci beaucoup. Merci beaucoup mille fois pour